Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires, marqué par cette deuxième phase du confinement, vous le savez, notamment marqué par l'ouverture des bars, des restaurants, des parcs et des jardins. Pour commencer notre tour de France et des régions, direction l'Occitanie, à Toulouse précisément, où les terrasses des bars-restaurants retrouvent leur clientèle habituelle, avec le sourire, vous allez voir, pour le secteur durement touché. C'est une bouffée d'oxygène, comme le montre ce reportage réalisé par les équipes de Via Occitanie. Au niveau économique, l'obsession des villes, c'est de sauver les bars et les restaurants. À Toulouse, on a validé l'exonération totale des droits de place sur toute l'année 2020 et jusqu'à fin septembre, les terrasses sont doublées et certaines places de stationnement gelées pour accueillir les tables et les chaises. Le but, limiter les 30% de faillites annoncées. 30% c'est énorme, on a à peu près 2000 métiers de bouche sur la ville de Toulouse, bar-restaurant. 30% ça fait 600, ça ferait 600 commerces si le chiffre est confirmé, plus les emplois après. Les organisations professionnelles nous parlent de 2300 emplois qui pourraient être impactés. Donc c'est énorme. La ville a même été jusqu'à piétonniser provisoirement une rue pour augmenter le périmètre de l'activité. C'est la première fois en nous 64 ans qu'on a l'établissement, donc que c'est bloqué comme ça et qu'on a l'autorisation d'être étendu sur la rue. C'est nouveau, mais les gens, en fait, ça fait un peu petit village, donc ça a vraiment plu à tout le monde. Et pour la preuve, c'est qu'on a énormément marché. Pour retrouver du chiffre d'affaires pendant l'été, on va même jusqu'à appliquer les méthodes dites parisiennes. On arrête les cafés à partir de 18h, renouvellement des tables toutes les 30 minutes ou reconsommation. Et oui, bien sûr, pousser le vin, la bière le soir pour une ambiance plus festive et une consommation différente. Si certains ne touchent pas à leur masse salariale, d'autres n'ont pas le choix. Il y a eu du monde en terrasse. Aujourd'hui, on n'utilise pas l'effectif à 100% parce que malheureusement, le midi, on n'a pas encore trop de monde depuis hier et le soir, on est complet, mais aujourd'hui, on a quand même des places qui sont limitées parce qu'on perd quand même une capacité de 30% le soir. Le tourisme sera-t-il la planche de salut des professionnels ? Rien n'est sûr. 80% de nos touristes ici, c'est des Espagnols. Et donc, je ne sais pas si aujourd'hui, cette année, on va les avoir. Donc, sûrement, ça va avoir un impact. Les restaurateurs et cafetiers misent sur des vacances franco-françaises, mais la compétition entre les régions pour attirer les touristes et les séduire sera rude. Voilà, vous l'avez vu dans ce reportage, les restaurants ont réouvert. C'est donc une bonne nouvelle aussi pour les producteurs qui vont pouvoir écouler leur volume vers d'autres clients, car dans les coopératives agricoles, le travail n'a jamais arrêté pendant cette crise. Regardez ce reportage à Kipavas et à Plougastel d'Aoulas de Sophie Lecroisier, de nos confrères de la chaîne TBO, le groupe Le Télégramme en Bretagne. On ne peut pas abandonner les végétaux. C'est comme les animaux. Les animaux, on ne peut pas arrêter parce qu'effectivement, il y a un confinement, on ne peut pas arrêter de leur donner à manger et de s'en occuper. Les végétaux, c'est pareil. Dans les exploitations maraîchères bretonnes de tomates et de fraises, c'est l'effervescence printanière. Les équipes sont au complet depuis plusieurs semaines. Le confinement n'a pas fragilisé le travail dans les serres. La problématique sanitaire, ça, le milieu du végétal nous amène de toute façon à mettre un certain nombre de choses en place pour assurer la bonne conduite sanitaire de nos cultures. Les 2 mois et demi qui viennent de s'écouler ne nous ont pas laissé le temps de nous épancher finalement sur notre activité. La mi-mars pour nous c'est le démarrage de la saison de production. On a entamé la montée en puissance de notre production au fil des semaines, avec du recrutement de salariés saisonniers qui est venu accompagner tout le travail qui est réalisé dans nos serres. L'exploitation de 3 hectares de Pierre-Yves Gestin produit certaines semaines jusqu'à 6 tonnes de tomates. Des stocks qu'il vend via la coopérative Savéole qui regroupe 120 maraîchers bretons. Les producteurs français, ils ont assuré pendant cette crise. Les Français n'ont jamais eu à souffrir de la faim. Et c'est vrai que par rapport à certains produits d'importation qui ne respectent pas les mêmes normes que nous, les mêmes normes sociales, les mêmes normes sanitaires que l'on voit régulièrement sur les étals, j'espère que les consommateurs, tout comme les distributeurs, tout comme les politiques, retiendront le fait que aider, sauvegarder, pérenniser les filières françaises, ça devrait être aussi un point important pour l'avenir et qu'il faut peut-être y travailler. La Bretagne fournit la nourriture pour plus de 20 millions d'habitants. Un Français sur 3 consomme donc des produits issus du territoire breton. Voilà, nous restons en Bretagne dans ce grand JT des territoires. Vous êtes sans doute nombreux à vouloir tous piquer une tête dans l'eau. Certains peuvent le faire sous condition. Direction la piscine publique de Charles de Bretagne, justement. Elle était l'une des 20 piscines de France sélectionnées pour une ouverture anticipée. Voici toutes les explications avec ce reportage signé des équipes de TVR à Rennes qui ont plongé dans la piscine. Regardez.
Réouverture dès le 4 juin pour la piscine intercommunale de la Contrie à Chartres-de-Bretagne. Même si les conditions d'accès sont modifiées comme ici, entrée et sortie séparées, mais ce sont dans les vestiaires que les changements sont importants. Dans l'accès aux vestiaires, ce qui change fondamentalement, c'est que les gens vont être orientés vers leur cabine, leur casier, afin d'accéder au bassin en évitant les croisements. Voilà. Il y a un sens de circulation qui est mis en place. Des cabines réservées à l'habillage, des cabines réservées au déshabillage. Autre nouveauté, un temps d'accès limité à la piscine. Chaque baigneur se verra remettre un bracelet de couleur spécifique en fonction de son heure d'arrivée. Résultat, quand je vais être là, je vais venir rechercher mes affaires pour par exemple sortir et aller m'habiller en passant par là. Celui qui viendra chercher ses affaires en L est à 4 casiers de distance. Donc il a plus d'1 mètre. Donc on garde les distances, en fait, tout simplement. Toujours pour le respect des distances, la moitié des douches a été condamnée, tout comme les sièges de repos. Dans le bassin sportif, les lignes d'eau ont changé de couleur. Tous les 2 mètres, il y a un changement de couleur. C'est-à-dire qu'on a 2 mètres de bouchon rouge, 2 mètres de bouchon blanc, 2 mètres de bouchon rouge. Parfois, c'est 2 mètres de bouchon bleu. Voilà, on s'approche du bord, on va avoir des repères visuels pour que quand je nage, je fasse attention à garder mes distances avec celui qui est devant. Cette fermeture due au coronavirus est bien mal tombée pour cette piscine en plein travaux de rénovation et d'agrandissement. Il faut déjà calculer 500 000 € de pertes entre la mi-mars et la fin de l'été. Ensuite, nous serons en mode dégradé et nous perdrons 500 autres milles. Il nous faut 500 000 de plus de travaux complémentaires pour répondre de façon rigoureuse aux nouvelles dispositions qui sont celles, bien évidemment, du contrôle sanitaire. Autre exemple de difficulté à gérer, l'entreprise qui devait assurer l'installation de la bâche de protection de nuit du nouveau bassin ne reprendra pas les travaux. Elle a fait faillite durant le confinement. Tout à fait autre chose dans l'actualité de ce grand JT des territoires, l'emploi à présent, direction les Hauts-de-France. Vous le savez sûrement, le fleuron français, la régie Renault subit de plein fouet la crise que nous connaissons aujourd'hui. L'État a finalement accepté d'aider financièrement l'entreprise à une condition, celle de ne pas fermer ses usines. On va se rendre maintenant à Maubeuge où les salariés sont rassurés. Le maintien de l'activité est assuré jusqu'en 2023, mais ils restent tous vigilants. Les explications de nos confrères de la chaîne WEO, la chaîne de la Voix du Nord, dans les Hauts-de-France. Regardez. À l'usine Renault de Maubeuge, sur les chaînes de fabrication où l'on construit le Kangoo électrique, l'inquiétude s'est transformée en colère la semaine dernière. Le plan de sauvetage de l'entreprise présenté par Renault le 29 mai prévoit initialement la délocalisation de la chaîne de fabrication de l'utilitaire électrique sur l'usine de Douai. Pour le bassin économique de la Sambre, cela signifierait la perte de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects. C'est un séisme pour le bassin de la Sambre. C'est un séisme pour l'emploi MCA. C'est un séisme pour tous les emplois prestataires. Ça représente 15 000 emplois rien que pour le bassin de la Sambre MCA. Si ce scénario viendrait à se mettre en place, c'est une annonce de guerre qui se prépare. Et c'est la guerre. Vendredi, l'usine se met en grève et samedi, une manifestation comme la Sambre n'en a plus connu depuis des années parcourt les sites. Elle s'achève devant la mairie de Maubeuge, 8000 personnes y ont pris part. Le principe d'une rencontre entre le président de Renault, Jean-Dominique Senard, les élus et les représentants des salariés est arrêté pour le mardi 2 juin. À son issue, les participants ont plutôt le sourire. Il y a une garantie de l'emploi des 2100 salariés que nous sommes aujourd'hui sur le site, au-delà de 2023, avec le nouveau projet que nous avons à construire. Nous allons commencer les réunions de travail avec Renault dès la semaine prochaine pour continuer à construire l'avenir au-delà de 2023 sur le site et continuer de garantir les 2100 salariés que nous sommes aujourd'hui et qui composons l'entreprise avec tous les prestataires, les camarades. N'oublions pas qu'il y a tous les prestataires qui sont avec nous et les 2100 salariés et tout le territoire qui va pouvoir continuer de vivre, les camarades. L'État actionnaire de 15% de Renault avait en partie conditionné l'octroi d'un prêt de 5 milliards d'euros à la firme au maintien de l'usine de Maubeuge. Une telle somme valait bien un léger réajustement de la stratégie industrielle. Restons dans l'automobile maintenant, parlons d'un autre géant de ce secteur, PSA, direction Trémery en Moselle où se situe l'usine PSA justement. Après plusieurs semaines à l'arrêt, les machines se sont relancées, même si elles ne tournent pas encore à plein régime. Mais la phase 2 du déconfinement devrait rapidement changer la donne sur place. Un reportage de Fanny Bragard pour Via Mirabel, nos confrères. Au point mort depuis le 16 mars, l'activité redémarre progressivement dans les usines PSA.
Pour sécuriser cette reprise, le constructeur automobile a mis en place un protocole sanitaire renforcé. Dès l'entrée du site, distance de sécurité, contrôle de température, distribution de masques et de gel hydroalcoolique marquent le pas des salariés. À l'intérieur des 400 000 m² de l'usine de trémerie, c'est tout le parcours des opérateurs qui a été revu. Sur les lignes de montage, les postes de travail ont été aménagés dans le respect des gestes barrières. Notre première priorité, effectivement, c'est la santé des salariés. C'est pour ça qu'on a pris la décision de redémarrer avec un protocole sanitaire drastique. Ce protocole-là, on a eu des directives du gouvernement et on les a partagées avec notre organisation syndicale, les C2SCT, pour valider la mise en place des postes. Après une formation théorique, les salariés ont découvert la configuration post-Covid de leur usine. Pour assurer leur sécurité, des référents ont pour mission quotidienne de vérifier l'application de la centaine de mesures du protocole. On s'habitue, donc à la fin de la première journée, on a pris déjà les premiers rituels et dès la première semaine, les gens se sont adaptés. Bon, c'est sûr, ça reste quand même des contraintes, mais on fait avec. Aujourd'hui, on a réussi quand même à prendre le bon rythme avec toutes nos mesures vis-à-vis du protocole. Après 2 mois d'interruption totale, la production de moteurs passe la seconde. À ce jour, 80% des effectifs ont repris le travail à une cadence ralentie. Sur cette ligne, 1300 moteurs sortent chaque jour, contre 2700 en temps normal. Déjà donc de reprendre la production au maximum, ce qui fait vraiment plaisir à tout le monde de retrouver son poste de travail. Actuellement on est à 2 équipes, on va dans plusieurs semaines passer peut-être à 3 équipes selon les secteurs. On attend donc par rapport aux ventes de véhicules, on va suivre la demande de nos clients. L'activité industrielle étant dictée par l'activité commerciale, ce sont les commandes réalisées en concession qui vont tirer la production. Seule usine PSA à produire des moteurs électriques, Trémery compte sur le plan de soutien du gouvernement pour relancer la demande, même si le niveau d'avant-crise ne sera pas retrouvé avant plusieurs mois. L'auriez-vous cru il y a quelques semaines seulement, une des conséquences de cette crise sanitaire, c'est le retour, et oui, de la machine à coudre. Les petites mains se sont très vite affairées, essentiellement pour confectionner des masques. Du coup, les professionnels de la vente, de la réparation et de l'entretien croulent sous les demandes avec des délais qui s'allongent. Exemple, dans une PME plus que centenaire, près d'Épinal. C'est un reportage de nos confrères sur place de Via Vosges. Regardez. Une machine à coudre à faire réviser, une image qui pourrait paraître d'autrefois, mais ça c'était avant la crise sanitaire qui a fait rebondir l'activité. Vous avez beaucoup de visites comme celle-là, beaucoup de demandes de révision de machines à coudre? Énormément. En ce moment, on a vraiment beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui, ils ont ressorti leurs machines, leurs anciennes machines, pour faire des masques. Donc effectivement, au niveau des révisions, on a beaucoup de monde. 5 générations se sont succédées au sein de cette PME taonnaise, plus que centenaire, qui emploie à ce jour 18 salariés et dont l'activité principale tourne habituellement autour des ustensiles de cuisine. Mais cette période de crise sanitaire a fait donc repartir de manière totalement inattendue l'activité première de l'entreprise, la réparation et la vente de machines à coudre, sur un marché toutes marques confondues, totalement saturé. Nous, on le subit dans les Vosges, mais c'est la France. C'est pas la France, c'est l'Europe, c'est le monde. La planète est en rupture de stock des machines à coudre. Parce qu'aux États-Unis, on fait des masques. En Amérique du Sud, on fait des masques. Dans tous les pays du monde, on fait des masques. Vous n'avez jamais connu une situation pareille? Jamais. Une situation inédite qui pousse à réfléchir, notamment sur une possible relocalisation de la fabrication de machines à coudre. Une invention française, mais au marché désormais exclusivement détenu par la Chine et la Corée du Sud. Plus aucune machine à coudre n'a été assemblée en France depuis les années 70. Ici pourtant, on n'a pas attendu l'exhortation présidentielle pour réfléchir en famille avec Mégane, la 5e génération de vice-mère lancée dans l'aventure, aux possibilités de relocaliser. Ce sera donc de faire fabriquer des machines dans un premier temps avec le cahier des charges donc de nos techniciens pour avoir des machines de qualité. Et puis à l'avenir, le rêve effectivement, ce serait de faire du Made in France, Made in Vosges. On n'a pas d'usine, donc ce sera obligatoirement donc de la sous-traitance. On continue ce Tour de France, on se rend maintenant dans les Yvelines. C'est un rendez-vous phare chaque année dans ce département, la fête des loges. Malheureusement, cette année, l'événement qui réunit pendant 2 mois près de 3 millions de personnes n'aura pas lieu, à cause évidemment de la crise sanitaire. Le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, a annoncé cette décision avec tristesse, vous allez le voir,
Un coup dur pour les forains, un reportage de Michael Elmidoro pour TV78 sur place. C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. La fête des loges qui devait se dérouler du 26 juin au 16 août n'aura pas lieu. Le maire de la commune, Arnaud Péricard, vient d'annoncer cette décision. La raison invoquée, la crise sanitaire liée au Covid-19. Monsieur le maire nous a expliqué les problèmes, c'était sanitaire surtout, qu'on est toujours en zone orange et que c'est compliqué pour organiser le flux d'entrée des clients, la distance entre chaque client. L'organisation d'un tel événement dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye aurait également un impact économique important pour la commune. Le coût de l'organisation est supporté par la commune. La perte pourrait atteindre 700 000 € cette année en raison d'un format réduit sur la durée, comme sur le nombre de forains présents. De leur côté, les forains accusent le coup. Déjà frappés par l'annulation de la Foire du Trône, les propriétaires d'attractions et les restaurateurs craignent la banqueroute avec le report de cette 368e édition. La plupart, on n'a pas de revenus, on n'a rien du tout parce qu'on a l'aide de l'État, mais il y en a beaucoup qui ne touchent pas. C'est compliqué, il faut faire des demandes et tout. Et puis il y a des plus gros forains qui ont des gros crédits, ils vont déposer le bilan. On ne sait pas comment ça va faire l'avenir pour eux. Les organisateurs espèrent un retour à la normale en 2021. Chaque année, la Fête des Loges accueille près de 3 millions de visiteurs et 200 attractions. Voilà, désolé pour ceux qui ne pourront pas participer à des fêtes cet été. En tout cas, beau temps et confinement, eh bien, c'est une bouffée d'air pur pour les motards. Et oui, ces motards, ces derniers jours, vous les avez peut-être croisés, notamment sur certaines routes sartoises. De quoi d'ailleurs booster les ventes de ces deux roues après le confinement. Une aubaine pour les professionnels du secteur qui sont tout de même fortement impactés par cette crise sanitaire, mais aussi par, comme on l'a vu dans les reportages précédents, toutes ces annulations d'événements. C'est le cas des 24 heures moto ou le Grand Prix GP sur le circuit Bugatti également dans la Sarthe. Un reportage signé de Via LMTV Sarthe, nos confrères sur place. Un week-end de printemps ensoleillé, après 2 mois de confinement. Ils sont heureux les motards et au rendez-vous pour une virée entre copains. Et quand il fait beau comme ça et que les motos sont prêtes, etc., c'est formidable. On est toujours content de se retrouver pour rouler un petit peu. Pas de 24 heures moto reporté fin août, ni de Grand Prix, temps fort habituel pour les deux roues en avril et mai. Peu importe, les amateurs sartois se sont donné rendez-vous sur la route en ce week-end prolongé, mais aussi chez les concessionnaires. Depuis quelques jours, les ventes décollent enfin. Oui, bien sûr. On le voit un peu sur le neuf. Même pendant le confinement, des appels où les gens voulaient repartir avec les motos. On a livré des motos chez les clients pendant le confinement. On prenait sur rendez-vous des bons de commande. Et puis on le voit sur l'occasion notamment, où on a eu énormément de ventes là, depuis un mois et demi, où le parc est un peu dépouillé parce qu'il faut la moto tout de suite. C'est des budgets plus abordables. Et ça rappelle un peu cette embellie qu'on avait avant les 24 heures moto, il y a encore quelques années, où dans la semaine qui précédait, ça partait. Et c'est formidable, on retrouve cette légèreté encore une fois, cette joie, cette envie de rouler. Un showroom comme celui-ci fait la moitié de son chiffre d'affaires entre mars et juillet. Alors même si les deux roues retrouvent les chemins de l'asphalte, l'année ne sera pas simple pour autant économiquement. Ça va être très compliqué, hein. Ce qui est perdu, on ne rattrapera pas 2 mois. Encore une fois, la saisonnalité fait que ce n'est pas en décembre qu'on va revendre les motos du mois de mars ou avril. Ce qui peut nous aider fortement, c'est la météo, et puis ce regain d'optimisme, cette envie de bouger. Et puis peut-être aussi que moins de Français vont aller à l'étranger, beaucoup plus vont rester ici, et on va pouvoir organiser peut-être des sorties où ils vont se retrouver entre potes. Un optimisme qui souffle comme un vent de liberté. Voilà, du bitume à l'air pur des alpages dans ce grand JT des territoires. Loin de la crise sanitaire à présent, c'est un moment incontournable pour les éleveurs. Ils rejoignent en ce moment, un peu partout en Savoie-Mont-Blanc, leur pâturage en altitude. Dans les alpages, leurs bêtes vont brouter tout l'été pour produire des fromages aux notes fruitées. Regardez cette rencontre dans la vallée d'Abondance avec la famille David, signée de Victoria Lopez pour 8 Mont-Blanc, nos confrères sur place et partenaires. Jade, Jessie, Lucie, Luciole et toutes les vaches du GAEC de Barbossine sont prêtes. Elles vont rejoindre les pâturages d'altitude sur les hauteurs de Châtel. Pour cela, elles traversent d'abord le village. Les 50 vaches d'Emmanuel, Corinne et leur fils Julien produisent du lait que la famille transforme en fromage. Un Abondance fermier fabriqué pendant l'été à 1650 mètres d'altitude. Il est fait à partir du lait des vaches de la race d'Abondance. Et puis là, pendant 5 mois, on va le faire ici en alpage. Donc c'est vrai que après c'est un fromage qu'on va commercialiser l'hiver prochain.
Et du fait que les vaches sont en alpage et qu'elles pâturent toutes ces belles fleurs, c'est vrai qu'on retrouve un goût assez fruité dans les fromages d'alpage. Le chalet d'alpage de la famille est installé là depuis 150 ans. J'ai repris l'exploitation des parents en 1990 avec mon frère. Et donc après, on a essayé on a investi, on a essayé sans cesse d'améliorer tout le temps, aussi bien en bas qu'en haut, notre outil de travail. On fait de la vente à la ferme en bas l'hiver, on fait de la visite avec les groupes scolaires, les classes de neige l'hiver. Et en alpage, on a développé petit à petit buvette et restauration et pour faire de la vente aussi du fromage. Tradition et savoir-faire se transmettent de génération en génération. Julien, le cadet de la famille, n'envisage pas les choses autrement. C'est très important de le conserver et de continuer comme ça, surtout maintenant avec l'appellation du fromage d'abondance et la valorisation que ça nous donne. Et puis le fait de travailler en famille et en plus de ça en plein air, en pleine nature, en montagne, c'est très attirant. De fin mai à fin octobre, les David accueillent les visiteurs et leur font découvrir leurs recettes, à base d'abondance bien sûr. Le fromage à pâte cuite reconnu par une AOC en 1990 et une AOP en 1996 fait la renommée de la vallée. Le GAEC de Barbossine produit chaque année 25 tonnes d'abondance. Voilà, après cette promenade dans les alpages, redescendons dans les vallées. Nous allons dans l'Aube maintenant, à présent, à la découverte d'un château magnifique, le château de la Motte-Tilly. L'administrateur attend le feu vert pour à nouveau proposer l'accès de ce domaine au grand public. En raison de la pandémie, bien sûr, la programmation des événements a été revue. Place à la nature. Les Aubois l'attendent avec impatience, comme le montre ce reportage de nos confrères de Canal 32 sur place dans l'Aube. Regardez. Érigé en 1754 par le Premier ministre de Louis XV, le château de la Motte-Tilly a été conçu comme un lieu de repos, calme et sérénité. Aujourd'hui, il compte 65 hectares ouverts au public sur les 1000 du domaine, utilisés en partie pour l'exploitation forestière. Fort de 10 ans d'expérience à Versailles, l'administrateur du domaine a revu la programmation de la saison. Le déconfinement a donné le ton, l'envie de se mettre au vert. Parce que c'est la saison, mais aussi par rapport au contexte un peu particulier, on a réorienté de manière assez massive notre offre vers les jardins. On aura le droit désormais de pique-niquer dans le parc du château de la Motte-Tilly. Parce que la grande richesse du domaine, c'est cette alliance entre le château et le parc. Pour l'instant, les visites sont suspendues, mais ici, tous s'affairent pour un retour espéré du public début juin. La programmation estivale prévoit 6 visites guidées d'1 heure par jour. Ces propositions complètent l'accès libre pour la promenade et les loisirs. On aura d'ailleurs une visite guidée qui s'intéresse au canal spécifiquement. On a le droit de venir pêcher dans le canal de la Motte-Tilly, à toutes les saisons d'ailleurs. On aura des démonstrations d'aviron à la fin de l'été aussi sur ce canal qui peut être un lieu sportif. C'est plutôt dit que le public viendrait en promenade et puis la visite serait une opportunité. 1 heure, c'est pas très long et ça permet d'apprendre plein de choses tout en se promenant. En visite intérieure, le château de la Marquise, le décorateur Victor Grandpierre, le décorateur de Dior, est venu revisiter l'intérieur de la maison dans un style 18e, un fauteuil 18e. Il a pris un fil et de ce fil, il a tiré la couleur du canapé. Le fil de la saison 2020 du château de la Motte-Tilly sera le vert. Si début juin, le public peut à nouveau y déambuler, jusqu'à fin septembre, il pourra découvrir les œuvres du jardinier et photographe Yann Monel. Voilà, pour refermer ce grand JT des territoires, rendons-nous maintenant, si vous le voulez bien, en Corse. Direction la découverte d'un jardin botanique fruitier qui se trouve entre Calvi et l'île Rousse, dans le village d'Avapessa. Ce jardin d'exception abrite plus de 70 espèces d'arbres fruitiers et de nombreuses variétés très rares venant du monde entier, comme nous le montre ce reportage de nos amis corses de Via Paese sur place, sur l'île de Beauté. Mon rêve, c'était d'avoir un jardin où il y aurait toutes sortes de fruits et il y aurait de quoi récolter tout au long de l'année, ce que le climat corse permet. Mon deuxième objectif, c'était de manger des fruits sains, sans le moindre pesticide, qui ont du goût, qui ont des vitamines, qui ont des polyphénols. Pour éviter tout désherbant et tout pesticide, il me faut des auxiliaires. Et mes premiers auxiliaires, je considère que ce sont les oiseaux.
J'ai planté plein de haies sauvages pour attirer ces oiseaux. J'ai aussi en liberté une vingtaine de poules et de canards ou d'indes qui mangent toutes les nuisibles. Depuis 4 ans même aussi, j'ai 2 cochons vietnamiens parce que les premiers fruits qui tombent à terre sont généralement les fruits véreux. Et ben eux, ils les mangent. Mes derniers auxiliaires, j'ai quelques ruches pour une bonne pollinisation. Et tout ça, ça crée un équilibre. Il faut vivre et laisser vivre. Ça, c'est un principe fondamental. Donc moi, je laisse le temps aux arbres de développer leur propre défense. Ici, vous avez fait pousser combien d'espèces? Il doit y en avoir entre 70 et 80, mais quand je parle d'une espèce, quand je dis le prunus, c'est les pruniers, c'est le pêcher, c'est l'abricotier. Donc il doit y avoir dans les 70 espèces. Pourquoi on ne retrouve pas tous les fruits qui poussent ici dans les grandes surfaces? Je prends l'exemple des azimines. Ce sont des fruits qui sont excellents, mais qui doivent impérativement mûrir sur l'arbre. On ne peut pas les cueillir avant maturité. Mais une fois qu'ils sont mûrs, ils se conservent très peu de temps, 3-4 jours, et ne supportent pas les longs transports. C'est pour ça que vous ne les retrouvez pas en grande surface. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires sur vos télévisions locales et régionales dans toute la France et également sur TV5 Monde dans 200 pays et en 14 langues. Merci de votre fidélité et à très vite pour une nouvelle édition. Au revoir.